Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, cette masterclass marché public à propos des marchés publics et de la crise sanitaire. Que retenir des nouvelles mesures réglementaires? Raphaël Appelbaum, je suis avocat en droit public. Je travaille beaucoup en marché public et en commande publique. Beaucoup de conseils. Il y en a eu beaucoup, effectivement, depuis pratiquement un an, avec cette crise que nous traversons. Donc voilà, la commande publique, on va en parler aujourd'hui, c'est un des vecteurs de la relance possible, imaginable, pour les prochains mois. Voilà, et mon métier, eh bien, c'est de conseiller, surtout conseiller des opérateurs privés, des entreprises de toute taille, des TPE, des PME ou des grands groupes, mais également donc des donneurs d'ordre public, hein, des collectivités, des acheteurs publics au quotidien, dans l'acte de commande publique. Parce que finalement, cette crise, eh bien, on se rend compte qu'elle a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour tous les acteurs, hein, tout au long de la chaîne de la commande publique, hein. C'est pas simplement les opérateurs privés, mais également les acheteurs publics. Et donc, on verra rapidement ce matin, et peut-être dans les questions-réponses, effectivement, ce qui a changé, ce qui est en cours de changement et ce qu'on peut faire effectivement en 2021. Okay. Voilà. Merci, merci Raphaël pour cette introduction. Guylaine Tiffet, est-ce qu'on peut également vous présenter rapidement en ouverture? Bonjour, donc Guylaine Tiffet, je suis la directrice de la PFRA Grand Est. On travaille au sein de la préfecture et on est en charge de la mutualisation de l'ensemble des marchés pour les services de l'État. Donc voilà, on a un vivier d'acheteurs qui lance l'intégralité des marchés. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail justement dans la présentation, et je vous indiquerai également de quelle manière on a mis en œuvre justement toutes les dispositions qui ont été mises en place suite au Covid. Merci Guylaine. Pourquoi un avocat prend la parole sur ces sujets? Ben, vous savez tous, que ce soit public ou privé, que les marchés publics, ce sont des ventes commerciales qui sont réglementées. C'est pour ça, effectivement, que le droit est toujours présent matin, midi et soir sur ces questions. Ce n'est pas forcément compliqué de parler de droit en matière de commande publique et de marché public. Il faut avant tout se concentrer sur l'essentiel. Il y a toujours possibilité de faire des choses plus compliquées en matière de marché public, vous le savez tous, mais l'idée, c'est quand même de voir ensemble l'essentiel du sujet en matière de crise sanitaire et de commande publique. Alors, je vais voir plusieurs points. L'intégration de la loi ASAP, effectivement, qu'est-ce que c'est que la loi ASAP? La modification des seuils, la rétroactivité du code en matière de modification de marché, les nouvelles règles en matière d'avance, et puis les autres modifications qui sont en cours ou qui sont bientôt, effectivement, qui seront adoptées dans les prochaines semaines par le gouvernement. Alors, la loi ZAP, c'est donc une nouvelle loi qui a été adoptée en décembre dernier, donc qui a été promulguée et publiée là, au tout début du mois de décembre. En deux mots, cette loi, elle était déjà dans les tuyaux du Parlement juste après l'événement, ou du moins la période des Gilets jaunes en France, et la volonté du gouvernement, c'était de faire une grande loi pour moderniser et simplifier l'administration publique. Donc, c'est une loi un peu fourre-tout qui parle d'environnement, qui parle un peu d'urbanisme, qui parle d'établissement public. Et à un moment donné, on a utilisé cette loi, effectivement, pour modifier un peu les règles du jeu en matière de commande publique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire modifier les règles en matière de commande publique? Vous savez tous qu'en pleine crise sanitaire, au mois de mars et avril, le gouvernement adopte deux ordonnances, plus principalement celle de mars,
pour fixer des nouvelles règles du jeu en matière de commande publique, des règles exceptionnelles pour gérer une situation exceptionnelle. Des règles en matière de délai, des règles en matière de exonération de pénalités. Vous les connaissez, ces règles, elles ont été donc publiées en mars, elles ont été commentées par la DAJ et elles couvraient ces règles uniquement une période exceptionnelle qui était l'état d'urgence et du second entre mars et juillet 2020. Donc, pour les contrats publics, les marchés publics qui avaient été signés entre mars et juillet 2020, pour ceux qui se sont exécutés durant cette période également, même s'ils avaient été signés antérieurement, l'ordonnance de mars donnait un régime un peu dérogatoire, très dérogatoire sur certains points, pour faciliter le travail des acheteurs et surtout des entreprises pendant cette première vague de l'épidémie. Ça avait été compliqué au point de vue, administratif, hein. Ça a été la pagaille. Je veux dire, sur mars-avril, il y a peut-être une cinquantaine d'ordonnances qui ont été adoptées par le gouvernement pour réformer le code de la commande publique, mais également travail et d'autres codes. Donc, c'était un outil qui n'était pas facile à prendre et pas facile à faire. Et donc, l'idée de la loi ASAP, c'est de dire, voilà, ce régime, effectivement, de circonstances exceptionnelles, on va l'intégrer dans le code de la commande publique. Comme ça, si jamais effectivement il est nécessaire de réappuyer sur le bouton, on pourra effectivement utiliser simplement le code de la commande publique. C'est pour ça effectivement que la première intégration de la loi ASAP, c'est de prendre ce dispositif et de le mettre dans le code de la commande publique, sans pour autant changer aujourd'hui le calendrier, ça veut dire la boussole temporaire hein, de ce régime qui a été décidé en mars. Hein. Donc l'ordonnance existe toujours, modifiée dans le code, et elle a vocation à régir effectivement, d'une part, les contrats qui ont été conclus donc, entre mars et juillet, et éventuellement permettre aux autorités de réappuyer très facilement sur le bouton, puisque désormais le mécanisme est intégré dans le code de la commande publique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, hein, je souligne ce point, c'est que le régime dérogatoire exceptionnel qui avait été en mars, il n'a pas vocation à immédiatement s'appliquer hein, au jour le jour, hein, en janvier-février. Pour l'instant, on considère, au point de vue juridique, que on n'est pas en nouvelle crise, en nouvelle crise sanitaire, et donc ces dispositions de mars 2020, elles concernent pour l'instant le passé et pas forcément janvier-février. On attend le décret d'application pour voir effectivement s'il y aura des précisions sur ce point. Mais l'idée, c'est de faciliter effectivement l'intervention de la mise en place de règles exceptionnelles si jamais cela devenait nécessaire. Alors, justement, vous le savez, ces dispositions spéciales qui avaient été prises rapidement, c'était des modalités ultra faciles et ultra réduites pour les consultations. C'était la prolongation des contrats, c'était la prorogation des délais et c'était la suspension des pénalités de retard. L'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est de généraliser pour l'année 2021 la protection des opérateurs sur les mois à venir. On attend quand même le décret, parce que pour l'instant, la loi a été publiée, mais on n'a pas le décret, et on attend le décret pour préciser effectivement ce régime. Juste une parenthèse sur les problématiques de pénalité de retard. Vous savez que ce n'est pas parce que les pénalités sont prévues au marché qu'elles sont automatiquement applicables. Il y a toujours effectivement, et ça, Covid ou pas Covid, il y a toujours la possibilité pour... mon slide s'énerve et se défile trop vite. Il y a toujours la possibilité, lorsque vous subissez un retard et qu'il y a des pénalités qui sont en jeu, de négocier effectivement, quand vous êtes une entreprise, une remise de ces pénalités auprès de l'administration. Et on n'a pas attendu le Covid pour discuter de ce sujet-là devant le juge administratif. Donc, il y a une erreur qui est trop souvent commise, c'est de croire que les pénalités sont automatiquement applicables à partir du moment où il y a un retard. Non, ce n'est pas vrai. Le juge administratif considère qu'en fonction
circonstances, au cas par cas, il est tout à fait possible pour l'administration d'assurer une remise sur les pénalités. C'est un sujet qui est très sensible hein, parce que certains diront attention, un risque de libéralité et d'aide publique. Il ne faut pas aller trop vite sur la critique, de même que je ne vais pas trop vite sur effectivement l'exception, mais il faut voir une chose, c'est que et retenir une chose, c'est qu'avant Covid et après Covid, le sujet des pénalités de retard, c'est un sujet qui a longtemps été discuté devant le juge administratif et la possibilité pour l'administration d'accorder une remise n'est pas une possibilité illégale, irrégulière, jamais vue et jamais connue devant la juridiction administrative. Juste sur ce point. Alors, autre avancée de la loi ASAP, c'était de redonner un peu des chiffres de liberté au point de vue du gré à gré. Là, je vous ai. Alors, le gré à gré, c'est quoi? C'est lorsque vous savez que normalement, le marché public dit mise en concurrence, et le gré à gré, c'est la possibilité pour un acheteur public d'aller voir directement, de gré à gré, une entreprise pour lui passer un marché ou pour contracter un marché. La France, effectivement, vous avez vu que les seuils, là je vous ai mis sur ce slide les seuils de gré à gré, on avait commencé à 4 000, on était remonté à 15 000, on était arrivé à 25 et on était arrivé à 40 000 en 2020. Et vous savez que le 40 000 avait été décidé en décembre 2019, avant la crise sanitaire. La loi ASAP, là, va remonter, elle remonte déjà l'intégralité, l'ensemble des seuils de gré à gré, en fixant 100 000 pour les travaux et 100 000 pour les travaux et 40 000 pour les fournitures courantes et services. Donc, à retenir, et ça c'est opérationnel tout de suite, eh bien, jusqu'en décembre 2022, donc pour l'instant c'est 24 mois, eh bien, en matière de travaux et en matière de FCS, les seuils de gré à gré ont été rehaussés. Très simplement et très directement, l'ambition du gouvernement, c'est effectivement d'utiliser les marchés publics comme un vecteur de relance de l'économie, un outil qui permet effectivement d'injecter du cash dans les territoires. Alors, ce n'est pas du cash aide publique, hein, c'est du cash tout simplement deniers publics dans le cadre d'opérations effectivement d'achat public et de faciliter surtout la rencontre entre l'acheteur et les entreprises. Cette disposition, elle avait été critiquée devant le Conseil constitutionnel, donc par les élus de l'opposition qui considéraient que c'était finalement un avantage qui était donné aux grands groupes parce que les grands groupes pouvaient très facilement faire du démarchage, ce qui n'était pas possible ou plus difficile pour les petites entreprises, démarchage en vue de signer justement des contrats de gré à gré. Le Conseil constitutionnel qui a été saisi, la question n'est pas rentrée dans l'argumentaire. Il a autorisé effectivement ce rehaussement des seuils, donc à retenir 100 000 et 40 000. Alors bien sûr, ça ne peut pas être la foire du trône et on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand. Il y a quand même effectivement une nécessité de toujours respecter les grands principes. Les grands principes, c'est qu'on ne va pas s'amuser à saucissonner les opérations pour faire du gré à gré matin, midi et soir, de janvier à décembre. On ne va pas donner du gré à gré toujours à la même entreprise. On va faire attention effectivement à la bonne utilisation des deniers publics et à faire vivre un tant soit peu la concurrence sur son territoire. Par exemple, le conseil que je donne souvent, c'est que faire du gré à gré, c'est possible à partir du moment où on a un bon vivier d'entreprise et qu'on assure effectivement à faire tourner les opérateurs sur nos opérations. Un acheteur public. Et constituer un vivier d'entreprise, ben ça c'est la responsabilité humaine et économique et politique de chaque collectivité, eh bien, de faire appel effectivement aux opérateurs privés pour qu'ils se recensent, qu'ils se fassent recenser, par exemple auprès des services acheteurs, afin de pouvoir effectivement bénéficier au cas par cas d'un marché au gré à gré en fonction des besoins. J'ai quelques difficultés pour le faire défiler. Ah voilà. Alors, à partir du moment où le seuil du gré à gré est remonté à 100 000 et en travaux, ça peut aller très vite, mais quand même, on peut faire déjà beaucoup de choses. Je voulais quand même attirer votre attention sur le modus operandi. Modus operandi, c'est que le droit dit
voilà, jusqu'à 100 000 en travaux, on peut faire du gré à gré. On peut même faire du gré à gré pour les petits lots dans les grosses opérations à partir du moment où le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20% du montant global de l'opération. Donc, ça peut être très intéressant quand même pour un acheteur public et pour les opérateurs privés. Ce que je voulais vous dire sur la règle des 3 devis là-dessus, c'est que déjà, elle n'existe pas, cette règle de 3 devis. Ce n'est pas une règle juridique. Il n'y a pas eu de circulaire même ou de note de Bercy sur les 3 devis. Les juristes sont plutôt souvent assez critiques et ils sont assez frileux sur la règle des 3 devis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous le savez très bien vous-même en tant qu'acheteur, à titre particulier et personnel, un devis, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir ce que l'on achète et donc la description du besoin, la précision d'un CCTP, elle est nécessaire parce que, eh bien, il ne faut pas comparer des choux et des carottes, sinon, finalement, on achète n'importe quoi. Donc, cette règle, elle peut être utilisée à partir du moment où la description du besoin dans un mini cahier des charges quand même existe pour pouvoir effectivement comparer des choses comparables, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation et puis il ne faudrait surtout pas faire marche arrière, à savoir que maintenant avec la loi ASAP, vous avez cette latitude et cette liberté qui vous est renforcée, vous, acheteurs publics. Il ne faudrait pas finalement rater le coche de cette liberté et puis remettre des mini-concurrences à chaque fois sur ces mini-seuils et ne jamais faire de gré à gré. Donc, il ne faut pas avoir peur du gré à gré, mais il faut utiliser cette nouvelle liberté, toujours avec effectivement le choix d'une offre pertinente, la bonne utilisation des données publiques, et puis essayer de faire tourner effectivement les opportunités sur votre territoire en essayant finalement de contracter avec différents opérateurs à chaque fois, enfin en fonction des besoins. Donc voilà. Moi, je pense que ce rehaussement des seuils est une bonne chose parce que c'est clairement un outil pour relancer l'économie sur vos territoires. Il ne faut surtout pas faire des mini-mises en concurrence à chaque fois parce que finalement, mais là, ce n'est pas l'avocat qui parle, c'est, je pense, en tant qu'ancien acheteur aussi, et puis je comprends la volonté du gouvernement de faciliter les choses sur le terrain. Donc, et puis surtout, je comprends les entreprises qui ont besoin et donc, il ne faudrait pas rendre les choses plus compliquées. Mais on pourra reparler de ça tout à l'heure, sur les modus operandi, comment faire en gré à gré. Il y a un petit temps de latence, mais je vais passer à la slide suivante. Voilà. Juste une précision, vous savez qu'en droit, là c'est une règle juridique, en dessous de 40 000 euros, on n'a pas besoin de faire d'accord écrit. On n'a pas besoin de faire un accord écrit. Ça veut dire que, eh bien, un simple devis ou même une commande verbale, il y a eu des contentieux comme ça, des commandes orales, mais un simple devis contresigné par l'acheteur peut donner lieu effectivement à marché public et peut finalement servir de commande et ensuite être payé par le comptable public. Bon, le problème là-dessus, c'est qu'un simple devis, ça veut dire 2-3 lignes sur le besoin et puis une ligne sur le prix. Et voilà, je ne suis pas favorable à ce genre de pratique, mais en même temps, je ne veux pas que vous préconisez un DCE de 45 pages pour un achat de 30 000 euros ou même de 15 000 euros. Il ne faut pas revenir à des choses trop compliquées. Juste le conseil que je vous donne, c'est que la validation d'un devis avec un ce n'est pas terrible parce que si jamais il y a un problème, eh bien, on ne sait pas quelles sont les règles qui s'appliquent. Le CCAG ne s'applique pas à partir du moment où il n'est pas visé. Donc, moi, je vous conseillerais, acheteur public, d'accepter un devis avec une lettre annexée en disant, eh bien, pour l'exécution de ce devis, eh bien, on fait référence au CCAG applicable. Si jamais cela est nécessaire dans l'exécution du contrat. Donc, il faut vraiment un minimum de formalisme pour commander. Et ça, je considère que c'est nécessaire à partir même je dirais 1 euro, ça serait excessif, mais au moins à partir de 1 000 euros. Quand je dis 1 000 euros, c'est vraiment moi, en tant que conseil, qui considère qu'à partir de 1 000 euros, c'est important quand même d'avoir un minimum de formalisme. Donc voilà, la pratique des devis contresignés, ce n'est pas terrible parce que si jamais il y a un pépin,
eh bien, on ne sait pas véritablement comment le régler. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un cadre contractuel. Tout simplement aussi, je m'adresse aux acheteurs publics, si vous ne le faites pas, eh bien, ça peut être les conditions générales de vente de l'opérateur qui s'appliquent. Voilà, donc je vous demande d'être prudent là-dessus. Et puis, même pour acheteurs et vendeurs, c'est mieux quand même d'avoir des règles prédéterminées. Je ne suis pas bloqué, mais ce sont mes slides qui sont bloqués. Voilà. Autre nouveauté avec la loi ASAP, donc là, c'est plutôt effectivement une nouveauté juridique. En 2 mots, les règles d'avenant et de modification de marché, elles ont été fortement toilettées et renouvelées en 2016. On avait décidé que ces nouvelles règles de modification de marché public, elles s'appliquaient uniquement pour les nouveaux marchés qui étaient signés à partir de 2016. Et que pour les anciens, eh bien, c'était la règle jurisprudentielle un peu difficile au jour le jour, puisque cette règle jurisprudentielle, c'était grosso modo un pourcentage qui n'était pas fixé d'ailleurs, qui était entre 20 et 25 de variabilité autorisée sur un marché public. Donc, ou sinon l'article 20 pour les suggestions techniques imprévues que j'ai cité ici. L'avantage de cette loi ASAP, c'est qu'elle vient mettre un peu de clarté là-dedans en disant que ces nouvelles règles de modification, ces nouvelles règles d'avenant, elles s'appliquent sur tous les marchés publics, même ceux qui ont été signés avant 2016. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les nouvelles règles de modification de marché public et d'avenant, c'est la même chose, modification et avenant, eh bien, ces nouvelles règles, elles sont quoi qu'on en dise, elles sont aujourd'hui un bon outil pour faire vivre les marchés publics. Il n'y a pas que l'histoire des 10-15% de variation, il y a aussi d'autres hypothèses qui permettent de mieux travailler dans les hypothèses de variation d'un marché public, et ça, c'est une bonne chose qui est apportée par la loi ASAP. Autre nouveauté, et ça c'est très important, les avances. En 2 mots, l'avance, vous savez, c'est la possibilité pour l'acheteur public de payer en avance, ça veut dire dès la première semaine du contrat, son opérateur privé pour que celui-ci puisse effectivement lancer le marché. C'est une exception parce qu'en matière de marché public, en règle générale, l'acheteur public ne va payer son opérateur privé qu'à partir du moment où le service est fait. Donc l'avance est une exception à cette règle du service fait. Jusqu'à présent, on ne pouvait jamais monter au-delà de 60%. Et même à 60%, il y avait des modalités, des procédures et des garanties qui étaient ultra lourdes à mettre en place, notamment avec une garantie à première demande. Donc là, la nouvelle règle est intéressante. Donc c'est le décret effectivement d'octobre 2020. Je vous ai mis un tableau qui résume. Donc avance moins de 30%, avance entre 30 et 80%, et même une avance possible au-delà de 80%. Donc là-dessus, c'est une grande nouveauté, effectivement, ce n'est pas la loi ASAP, mais c'est un décret de 2020 qui donne un nouveau cadre de travail pour obtenir effectivement des avances. Alors, autre modification, le marché de gré à gré pour motif d'intérêt général. Vous en avez, je pense, entendu parler. Dans la loi ASAP, on a décidé effectivement qu'un nouveau cas de gré à gré allait être autorisé pour motif d'intérêt général. Il y a eu toute une discussion juridique pour savoir c'est quoi l'intérêt général. En gros, l'idée de la loi, c'est de dire, mais de manière très synthétique, pour motif d'intérêt général, eh bien, on peut faire des marchés sans mise en concurrence et quel que soit le seuil. C'est un peu un régime d'urgence qui est généralisé pour motif d'intérêt général.
Bien entendu, c'est un peu la boule de cristal parce que personne ne sait véritablement ce que l'on va mettre dans le motif d'intérêt général. Il y a eu un débat devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé. Et normalement, on attend un décret pour donner effectivement plus de sens et plus de concret à ce motif d'intérêt général. Ce n'est pas une grande révolution. Hein. Ce n'est pas une grande révolution parce que là, je m'adresse aux acheteurs publics, mais déjà dans le Code de la commande publique, eh bien, le Code de la commande publique prévoyait déjà une disposition permettant de faire du gré à gré lorsque c'était dans l'intérêt de la collectivité, dans l'intérêt de l'acheteur. Donc, par définition, en tout cas, je ne vois pas de différence entre l'intérêt général et l'intérêt de l'acheteur. Donc, certains disent même que cette disposition n'était pas forcément nécessaire. Mais bon, c'est un gadget qui va être précisé par le décret. Je dis que c'est un gadget parce que c'est quand même un outil à utiliser avec beaucoup de précautions dans la mesure où le terme n'est pas véritablement très clair, effectivement, pour les juristes et les acteurs de la commande publique. Et en tout état de cause, on attend un décret qui va venir le préciser. Prise en difficulté, là aussi, c'est une nouvelle disposition de la loi ASAP. On ne peut plus rejeter au stade de la candidature des entreprises qui sont en redressement judiciaire. Et aussi, la loi vient concrétiser un point qui est déjà connu dans le CCAG FCS. Eh bien, on ne peut pas aujourd'hui résilier un marché au seul motif que le titulaire est placé en redressement judiciaire. Donc, on le voit, les nouvelles dispositions qui ont été adoptées, que ce soit dans certains décrets, dans la loi ASAP ou dans certains décrets, visent à simplifier le travail. Simplifier le travail, ça veut dire promouvoir le gré à gré et essayer de faire moins de mise en concurrence formelle. Le conseil que je vous donne, c'est le gré à gré, ce n'est pas forcément quelque chose qui est incompatible avec une mise en concurrence au cas par cas. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, hein, c'est un équilibre entre les deux. On le voit, les entreprises en difficulté, elles sont protégées aujourd'hui dans le cadre de la commande publique. Et on attend donc, je pense, avant fin mars, un décret qui va venir compléter, les dispositions de la loi. Voilà, j'en ai terminé parce que je voulais absolument respecter mon temps de parole. Je l'ai un peu dépassé. Je pense qu'il y a pas mal de questions et j'y reviendrai tout à l'heure. Je redonne la parole à Ophélie. Merci. Donc merci Raphaël pour cette intervention très claire. Il y a eu un certain nombre de questions, donc je pense qu'on va en prendre quelques-unes pour réagir tout de suite. Donc merci aux participants qui ont posé leurs questions dans le module de questions-réponses. Il y avait une première question, si je les prends dans l'ordre d'arrivée, quand vous aviez évoqué la question des seuils. Une question posée par Catherine Quintalet. Pour les achats alimentaires, le seuil a été passé également à 100 000 € pour une durée limitée. Est-ce qu'il y a une possibilité de prorogation ? À ma connaissance, il n'y a pas eu de prorogation spécifique sur les marchés alimentaires. Ok. Alors, question. On va prendre une deuxième question. Alors, j'en vois une qui fait l'objet d'un vote, d'une voix en plus. Donc, on va prendre cette question-là qui est remontée. Donc, juste information aux participants, vous avez la possibilité de voter. Regardez les questions qui sont déjà posées. Vous pouvez voter pour indiquer celles qui sont prioritaires, qui vous semblent pertinentes en tout cas. Donc, une autre question posée par Haït Amar. Mettre en annexe d'un bon de commande des conditions générales d'achat avec des références au CCAG d'un établissement public peut suffire pour résoudre les problèmes éventuels dans l'exécution du contrat. Quel est votre avis ? Oui, je confirme. Ouais, c'est une bonne pratique. C'est dire j'accepte votre devis et je précise que bien CCAG, alors il faut le nommer, il faut donner. On n'est pas obligé de donner la date. Hein, ils vont être modifiés en 2021, mais les CCAG en vigueur à la date de conclusion du marché sont applicables. Alors, bien entendu, on est toujours en contrat. Donc, quand vous éditez la règle principale, c'est que quand vous éditez cette lettre, eh bien, de la même manière que vous avez tamponné et confirmé le devis qui a été initié par l'opérateur, eh bien, cette lettre que vous initiez, il faut qu'elle soit tamponnée et acceptée par l'opérateur. Hein.
il suffit pas d'envoyer la lettre en disant ça va être comme ça. Vous êtes dans une relation contractuelle. Donc ce que vous proposez, monsieur, c'est une bonne pratique, mais il faut que ça soit contresigné par l'opérateur. Après, la meilleure chose à faire, c'est aussi d'initier, de prendre le lead initialement. Ça veut dire quand vous faites votre demande de devis, vous donnez effectivement la description de ce que vous achetez. Je veux des chaises ou je veux des tables, et je vous signale que ça sera le CCAG FCS en vigueur qui sera applicable dans le cadre de l'exécution de notre contrat. Là, si vous recevez un devis à cette demande, on va considérer que effectivement les conditions de votre achat ont été implicitement acceptées par l'opérateur privé. Okay. Merci pour ces réponses. Alors, il y a pas mal d'autres questions qui arrivent, hein. Ça commence la liste commence à s'allonger. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Guylaine Tiffet. Son propos viendra compléter sans doute un certain nombre d'éléments et peut-être apporter des réponses à certaines questions. En tout cas, les questions sont là, donc on les garde. N'hésitez pas à y contribuer pour ceux qui voudraient poursuivre. On va passer la parole à Guylaine Tiffet qui va revenir sur l'action de la plateforme régionale des achats de l'État en région Grand Est suite à ces nouvelles mesures. Et puis, on posera les questions à nos deux intervenants par la suite. Alors, en espérant que la connexion de Guylaine soit stable et qu'on l'entende bien, hein, puisqu'il y avait, avec les aléas climatiques du jour, potentiellement des difficultés. Guylaine, on va vous écouter. Réagissez, je vous laisse les participants réagir dans le chat si éventuellement il y a des difficultés pour entendre, et puis on essaiera de trouver les moyens de faire fonctionner au mieux. Voilà. Donc, Guylaine, je vous passe la parole, et puis je vais partager la présentation à nouveau. Donc bon, rebonjour à tous. Je vais déjà en fait vous faire une petite présentation de la PFRA puisque c'est une structure qui n'est pas forcément connue de tous. Donc voilà, globalement en fait, il y a eu un décret le 3 mars 2016 qui crée la direction des achats de l'État relatif à la gouvernance des achats de l'État, qui confie au préfet de région la mise en œuvre de la politique des achats définie et conduite par la DAE, donc la direction des achats de l'État. Donc la PFRA est placée sous l'autorité du préfet de région et on travaille en étroite collaboration avec la DAE. On participe au comité des achats qui est présidé par la DAE, et on donne également donc nos avis sur l'intégralité des stratégies achats qui sont après soumis au directeur de la DAE et validés en séance, donc en comité des achats. Voilà, donc nos missions principales, c'est donc la mise en œuvre de la politique achat, mutualiser les besoins des achats des services au sein de la région Grand Est, animer bien sûr et apporter l'expertise et les conseils en matière d'achat à l'ensemble de notre réseau. Alors quand je parle de services, un mot d'ordre en fait pour bien comprendre, on est vraiment sur la mutualisation des achats des services de l'État. On n'est pas globalement on ne fait pas les achats des collectivités. Voilà, ce qui ne nous empêche pas de travailler en étroite collaboration avec eux. Voilà, donc on va passer, je reviendrai après pour vous expliquer en fait l'intégralité en fait de nos bénéficiaires. Donc on peut passer à la slide numéro 2, enfin la suivante plutôt. Voilà, donc la PFRA au départ elle avait pour objectif de faire augmenter les volumes des marchés mutualisés au plan régional en tenant en compte de tous les axes de performance, donc performance économique, sociale, environnementale, l'accès facilité aux PME et aux TPE à la commande publique, ainsi que l'axe de l'innovation. Donc, via justement les stratégies qui sont mises en œuvre sur chacun des segments d'achat et qui sont validées en comité des achats, donc l'ensemble en fait des besoins des services de l'État est pris en compte, que ce soit au niveau des ministères directement, comme des services en région. Voilà, et où on fait également appel de temps à autre à des marchés qui sont portés par l'UGAP. La délégation en fait, des marchés de l'État pour la région Grand Est se situe sur un nombre de 73 segments. Donc 73 segments qui nous sont délégués et que nous devons gérer, et au fur et à mesure des besoins qui nous sont remontés, viendront s'ajouter différents autres dossiers d'achat
qu'on va mettre en œuvre avec l'intégralité des services. Alors, pour une plus grande visibilité des achats de l'État, grâce à la programmation quadriennale qui est diffusée et publiée, donc elle est accessible sur les réseaux, il y a un travail en réseau national avec des GT, donc, enfin des groupes de travail au niveau national, donc avec des ministères, avec l'ensemble des services qu'on peut côtoyer au niveau national, et une rédaction de stratégie pour un déploiement en région. Ce travail-là, il est également fait au niveau régional pour les segments qui sont strictement délégués à la PFRA, donc ces 73 fameux segments que nous déployons nous-mêmes, où nous mettons en œuvre des groupes de travail avec, encore une fois, l'ensemble des services qui y sont conviés. Et comme le disait M. Appelbaum juste précédemment, on va travailler avec l'ensemble du groupe sur la définition précise des besoins, et on va travailler sur un cahier des charges cohérent qui prenne en compte en fait tous les besoins des services. Pour vous donner une visibilité en fait sur le type d'achat qu'on fait, alors majoritairement, enfin la plus grande partie, oui effectivement, de nos achats se situe essentiellement sur de la maintenance immobilière courante et prestations courantes de bâtiments administratifs. Donc là, comme vous le voyez, je vous l'ai un peu mis en avant. Donc il y a de la maintenance plomberie, ascenseur, couverture, on a porte-et-portail, on a du CVC. Voilà, on a différentes mises aux normes aussi de bâtiments. On a également de la prestation intellectuelle comme de l'AMO, MOE. Bien sûr, à côté, on a également des dossiers de frais généraux. Donc, en frais généraux, bon, alors, bien sûr, il y a les plus connus, hein, tout ce qui est nettoyage, espace vert, blanchisserie, on a traiteur, enfin voilà, il y a vraiment, on couvre l'intégralité des besoins d'un service comme vous pouvez le connaître chez vous. Alors juste, Guylaine, je vais me permettre de vous interrompre. Je vois que Lila Merabet, donc l'élu en charge de l'innovation et du Business Act à la région, a pu nous rejoindre. Donc on va faire une petite… je vais lui donner la parole immédiatement. Bonjour Lila Merabet, alors on ne vous voit pas, mais je vois que vous êtes présente. Donc on va vous passer la parole. Alors, bonjour. Alors, c'est étonnant que vous ne me voyez pas parce que pour moi, c'est bon. Ah, est-ce que vous avez un cache sur la caméra peut-être? Ah ben voilà, comme parfait. Merci beaucoup. C'est parfait. Veuillez m'excuser et veuillez excuser mon retard. Je ne vais pas être très longue en réalité, je vais simplement vous saluer. Vous êtes nombreux et nombreuses à être connectés. Je vois 140 participants. J'en profite au nom de la région, de son président, de moi-même, de vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2021 et de nous souhaiter qu'à la fois à titre personnel, nous ayons des occasions de réjouissance et à titre professionnel, d'avoir de vraies opportunités de réussite. Nous démarrons ensemble et merci à Grand Innov et à l'ensemble des intervenants ce matin d'avoir engagé ce webinaire sur la question de la commande publique. Je voulais simplement ici vous redire que la région a souhaité à la fois, j'allais dire, s'appliquer à elle-même un certain nombre de facilitations pour que les marchés qu'elle puisse poser soient ouvert à toutes et tous, hein, puisque nous avons souhaité, nous, garder le rythme de la commande publique. Hein. Vous savez qu'il est a priori noté que la commande publique a baissé de 20% aujourd'hui. C'est quand même un marché de 6 milliards en région Grand Est et qu'il nous semble tout à fait déterminant qu'on puisse continuer à donner du souffle à l'économie et donner des signes de relance à travers la commande publique. C'est une responsabilité que nous prenons, nous, de manière extrêmement forte. Ça, c'est un des premiers points. On a souhaité faciliter aussi l'accès à la commande publique avec, j'allais dire, une simplification administrative et un certain nombre d'éléments qui vous seront rappelés par les équipes. Je vais vous proposer de garder, j'allais dire, le rythme que vous aviez envisagé et les contenus que vous aviez envisagés. Je voulais simplement vous apporter quelques éléments. Donc, celui sur la région, dire qu'on a gardé nos volumes, que l'on a engagé un certain nombre de négociations pour qu'il n'y ait pas de pertes pour les entreprises qui avaient gagné des marchés, mais qui, malheureusement, par exemple, sur les transports scolaires, étaient à l'arrêt et qui, pourtant, étaient en capacité de faire leur travail.
Je voulais surtout vous dire que désormais le site Apogée est vraiment très facilitateur, que je vous invite à le regarder de manière assez régulière, puisque c'est un site qui est un site d'accès gratuit et qui permet de retrouver la compilation de tous les appels d'offres publics publiés dans le Grand Est. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et nous allons, nous, côté région, et ce sont les deux éléments que je voulais apporter vraiment de manière forte aujourd'hui, c'est d'avoir un observatoire des intentions d'achat qui sera copiloté par la région et par l'État, parce qu'on a des appels d'offres qui arrivent, mais c'est assez important aussi pour les entreprises de pouvoir anticiper sur les futurs appels d'offres, de pouvoir monter de consortiums ou autres. Donc cet observatoire des intentions d'achat est en cours de constitution et devrait sortir extrêmement rapidement. Et puis, nous finalisons aussi un travail avec les acheteurs publics et on souhaite vraiment en associer le plus possible, donc à tous les acheteurs publics qui nous écoutent, vraiment de pouvoir continuer autour d'un groupe de travail pour engager une charte régionale de la commande publique et de voir quelles sont les pratiques vertueuses que nous pourrions travailler. Donc, à la suite de ce webinaire, vraiment, nous vous invitons à participer aux travaux de rédaction de cette charte, mais également à ce groupe de travail. La question se pose évidemment sur l'ensemble des collectivités, sur les circuits courts dans la restauration collective publique, sujet extrêmement important qui concerne à la fois les agriculteurs, l'agroalimentaire, mais aussi la logistique. Voilà, ce sont des sujets qui pour nous sont extrêmement importants. Et puis de vous dire que ce premier webinaire, en fait, c'est le premier d'un cycle. Je remercie vraiment toutes celles et ceux qui ont accepté de le monter et de l'organiser. Il y a désormais une équipe extrêmement pointue de la commande publique installée dans Grand Innov Plus, et le rythme de ces webinaires vous permettra de disposer de l'ensemble des clés pour les acteurs, à la fois acheteurs, mais à la fois celles et ceux qui candidateraient à des marchés publics, de voir comment effectivement nous pouvons tous ensemble considérer que ces marchés publics vont nous permettre collectivement de pouvoir remporter un certain nombre de marchés. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade-là, de vous remercier, de m'excuser de ce retard, et puis de considérer qu'effectivement, toute l'équipe de Grand Innov Plus, et notamment autour d'Ophélie Garnier, sont là pour répondre aux questions. Merci à Raphaël et à Guylaine ce matin d'être présents pour accompagner cette démarche. Et puis je remercie évidemment nos partenaires que sont les agents de l'État, puisque nous sommes de nouveau en lien avec le Business Act aux côtés des entreprises, et de démontrer que la grande puissance de l'État, comme la force d'activité et d'action de la région, sont à votre écoute et à votre service pour faire en sorte que dans cette crise, nous essayons de trouver les meilleures réponses. Et là où nous avons des leviers d'action, notamment autour de la commande publique, nous essaierons autant que faire se peut et de vous préparer et d'ouvrir le plus de marchés possible pour permettre à l'activité économique de reprendre. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Pardon d'avoir interrompu les éléments comme cela. J'étais sur d'autres missions en parallèle. Je vais désactiver mon son et vous permettre de poursuivre. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, Lila Merabé, d'avoir pu vous libérer finalement et d'avoir pu nous rejoindre. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement également, et pour tous ce que vous avez évoqué, les sujets en cours qui intéresseront au plus haut les entreprises et les acteurs publics qui sont avec nous ce matin. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cette masterclass. Et puis on va reprendre, si vous le voulez bien, la parole de la PFRA, donc avec Guylaine Tiffet, qui représente la plateforme régionale des achats de l'État en région, donc à la préfecture, sur le fonctionnement justement de la PFRA et l'organisation des achats de l'État en région. Donc, je reprends donc pour le réseau qui est concerné en fait par les marchés interministériels. Donc, il faut savoir que lorsque les entreprises répondent à nos marchés, elles viennent en fait répondre aux besoins donc de l'ensemble des services de l'État, donc au niveau interministériel, mais également de certains établissements publics, puisqu'il y a des conventions qui sont signées avec les établissements publics, et elles nous indiquent dès le départ, lorsqu'on met en place un groupe de travail, si elles souhaitent ou non pouvoir bénéficier des marchés qu'on met en place. Et chaque marché, en fait,
ils viennent en fait s'intégrer à chacun des marchés. Ils ne rejoignent pas d'office l'intégralité de nos marchés. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a quand même un fichier de 2000 implantations de sites dans l'ensemble de la région Grand Est, avec une centaine de têtes de réseau. Donc, vous le voyez, hein, nos principales en fait, clients internes, donc, ce sont les préfectures, hein, les DDI, la DIREC, la DREAL, la DRAF. Il y a également tout le périmètre SGAMI, donc service de police, gendarmerie, les douanes, l'INSEE, l'éducation nationale également qui rejoint nos marchés. On a les services de la justice et on a également, donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, environ 80 établissements publics qui ont signé une convention au sein du Grand Est pour pouvoir rejoindre nos marchés. Si je reviens donc par rapport, donc c'est la slide suivante, s'il te plaît, Ophélie, merci. Donc si je reviens en fait à la présentation que vous a fait Raphaël juste précédemment, donc la PFRA a bien sûr mené plusieurs actions pour mise en application de la loi ASAP du dispositif Covid-19. Donc on a bien évidemment procédé à la prolongation de certains contrats qui arrivaient à échéance ou qui devaient en fait être renouvelés, enfin relancés en concurrence, dans la mesure où avec le confinement, forcément on a tous été impactés. Donc pour sécuriser en fait l'exécution et ne pas pénaliser nos services, on a été amené à prolonger un certain nombre de nos marchés en profitant justement de cette loi ASAP. On a également mis en œuvre donc l'arrêt total de l'application de pénalités. Voilà, pour les pénalités, comme disait Raphaël aussi précédemment, on n'est pas obligé d'appliquer déjà à la base des pénalités. Ça, vraiment, j'insiste dessus. Effectivement, nos marchés intègrent régulièrement des pénalités, voire même quasi automatiquement des pénalités. Après, c'est dans la vie du marché, c'est une histoire de pilotage aussi avec le prestataire. Et si on arrive à trouver des solutions qui évitent la mise en œuvre de pénalités, c'est tout aussi bien pour chacune des parties. D'ailleurs, sur une entente aussi avec les parties, on a maintenu justement l'intégralité des paiements durant la crise sanitaire et encore actuellement. Ne serait-ce que pour prendre exemple sur le marché nettoyage, qui a été vraiment, là pour le coup, c'est l'exemple chez nous, c'est l'exemple type. Il y avait au sein de la préfecture, il y a environ, imaginez-vous, 500 personnes. Durant la crise, il n'y en avait plus que 50. Donc un bon nombre de bureaux inoccupés. Or, les femmes de ménage étaient bien présentes. Il était bien évidemment hors de question de pénaliser le prestataire et par la force des choses les agents de nettoyage. Donc l'intégralité des paiements a été maintenue et on a trouvé en fait une entente. On a fait des prestations en fait complémentaires, supplémentaires pour justement venir équilibrer et compenser en fait l'ensemble des versements. Et dans un deuxième temps, ce qui n'a pas pu être compensé, là par contre, on a regardé ce qui a été fait ou non, et maintenant on essaye de trouver des accords entre les parties. Voilà, je crois que pour cette slide, c'était bon. Oui, la dernière slide, oui, voilà. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est que l'intégralité des marchés PFRA, à partir du moment où ils sont déployés, ils sont exclusifs pour l'ensemble des services. C'est-à-dire qu'ils s'imposent aux services et ils sont obligés d'y recourir. Même s'ils sont inférieurs à 100 KE, puisque effectivement, il n'y a pas de mise en concurrence à faire, par exemple, sur tout ce qui touche les travaux, mais à partir du moment où il y a un marché qui est mis en œuvre, les services doivent y recourir.
on a justement publié pour nos services un VADEMECUM en interne qui met en avant donc tous les éléments pratiques et un rappel sur la bonne marche à suivre, le bon processus achat, puisque comme ça vous a été dit précédemment, la règle des 3 devis n'est pas obligatoire, mais il faut faire un achat économiquement juste. Donc voilà, donc il y a quand même une certaine mise en concurrence à faire. Faire très attention aux TPE, aux PME pour réussir à les faire venir sur nos marchés. Il faut faire attention aux dispositions sociales, environnementales, sur tout ce qui touche également à l'innovation. Donc, tout ça, ça a été rappelé à l'intégralité des services. Pour déjà participer également au plan de relance, dont vous avez forcément entendu parler, puisque ce qu'il fallait, là on peut déjà passer à la slide suivante, Ophélie, ce qu'on a mis en œuvre pendant le confinement, on s'est tous posé et bien sûr on voyait la suite du confinement arriver et on s'est dit, bien sûr, les entreprises étaient à l'arrêt pendant un certain moment. Le but maintenant, nous, c'est de leur rapporter en fait des marchés et de potentiels travaux. Donc, nous, on a revu l'intégralité de notre planification quadriennale. On a avancé un certain nombre de chantiers qui devaient être mis en œuvre seulement en 2021, voire 2022. Et pour exemple, on a lancé un certain nombre de marchés de petits travaux, comme la peinture et les sols minces, la menuiserie, la plomberie et les plâtreries plafonds. Donc, ce sont des marchés qui ont été lancés. Et pour vous montrer à quel point on essaye vraiment de faire le nécessaire pour que les petites structures puissent également répondre à nos marchés, on va vraiment travailler notre allotissement de manière très fine. On ne se contente pas de faire un lot forcément par département, ou on essaye de faire, vous voyez par exemple sur le dossier de travaux peinture, on va, si vous prenez le lot neuf, on va vraiment faire sur des secteurs géographiques, on va regarder en fait la cartographie des entreprises, voire on a déterminé là par exemple sur ce type de prestations une centaine de kilomètres autour des entreprises qu'on a pu détecter. Voilà. Donc ça, c'est sur l'intégralité de nos marchés. On essaye majoritairement majoritairement vraiment, on essaye de travailler notre allotissement pour que nos marchés ne soient pas exclusivement dédiés aux grandes structures. Voilà, et puis pour permettre aux PME, TPME et TPE d'y venir sans pour autant qu'elles s'engagent dans une exécution de contrat qui pourrait à terme peut-être la dépasser, puisque sur des travaux de peinture, si on avait alloti sur la région Grand Est, une petite PME ou une TPE aurait peut-être eu du mal à suivre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on met en œuvre régulièrement sur nos marchés. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure qui a été posée, justement sur où est-ce qu'on peut trouver nos marchés. Donc, comme Madame Mérabé l'a très bien dit tout à l'heure, vous avez la nouvelle plateforme Apogée qui a été mise en ligne, donc peut-être qu'on en parlera un peu tout à l'heure, qui a été mis en ligne où vous pouvez vous créer des alertes pour trouver l'intégralité de nos marchés, mais également de l'ensemble des marchés des acheteurs dans le Grand Est de la région. Sinon, les marchés de l'État, eux, sont de toute façon publiés sur la place, donc la plateforme des achats de l'État, où vous pouvez également vous faire des alertes. Voilà. Mais comme dit, si vous vous positionnez sur Apogée, de toute façon, vous allez retrouver l'intégralité de nos marchés diffusés. Pour l'instant, la liste quadriennale, pourquoi est-ce qu'on publie cette liste quadriennale? C'est aussi pour informer les entreprises et pour qu'elles puissent se préparer à répondre. Puisque souvent, on observe dans les derniers
dossier qu'on a lancé. Les entreprises viennent charger nos éléments, répondent, ont des fois d'ailleurs des difficultés à répondre, donc on a vraiment des échanges, mais se positionnent au dernier moment, ils sont coincés lors de la réponse. Donc, parce qu'on demande un certain nombre de documents aussi, il faut être honnête. Et donc voilà, ça vous permet en fait, la planification quadriennale vous permet à vous aussi en fait de vous préparer en amont. Voilà, sur comment est-ce qu'on répond à des marchés publics, voilà, tout ce que ça impacte, parce que ça ne se fait pas malheureusement en 2 clics, une réponse. Voilà, c'est toute la préparation qu'il faut avoir. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Donc, nous, pour l'instant, la publication de notre programmation quadriennale est sur la place. Il faut aller vraiment chercher dans les alertes sur le mode de publication, et vous pourrez retrouver notre publication quadriennale. Et en même temps, vous la retrouverez également sur le site de l'ADAE, comme je vous l'indique ici. Voilà, c'est à peu près... c'est le principal, sachant qu'effectivement, nous allons travailler avec la région sur la mise en place en fait, d'une publication de nos intentions de marché qui soit collaborative, pour que vous n'ayez plus qu'un seul lieu pour aller récupérer les informations. Merci beaucoup Guylaine pour ces propos clairs et voilà, la démonstration des efforts de l'État pour préserver les entreprises. Ouais. Malgré la crise, et relancer cette commande publique qui est si importante pour les entreprises du territoire. Alors, j'ai arrêté le partage d'écran en principe. On va passer aux questions-réponses, parce qu'on a eu voilà, une grosse dizaine de questions là, qui sont arrivées, donc que je vais vous poser à vous, Guylaine, et à Raphaël. Il y a beaucoup de choses, alors j'espère qu'on va réussir à les traiter dans la vingtaine de minutes qui nous restent. On va faire des réponses efficaces. Alors, je vais les prendre un petit peu par ordre de priorité par rapport aux votes qui ont été marqués. Une première question, alors, qui revenait sur les propos de Raphaël Appelbaum tout à l'heure. Pourriez-vous revenir sur la notion de pénalité de retard quand l'agent comptable exige leur application car il estime qu'elles sont obligatoirement applicables, car elles sont prévues? Donc ça, j'imagine que c'est dans le cas où il y a eu des absences de pénalité finalement, enfin des levées de pénalité, mais qu'elles semblent exiger malgré tout. Comment, voilà, quelle est votre interprétation, votre avis? Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Deux réponses à cette question. La première, elle est stricte, elle peut être brutale, mais le droit est très ferme là-dessus. Le comptable public, il est caissier des deniers publics. Il n'est pas, c'est pas lui qui apprécie la légalité de l'action administrative et de l'acheteur public et de l'acheteur. Donc, ça fait 70 ans qu'on répète toujours la même règle. Alors, je n'ai pas 70 ans, mais je peux vous dire que ça fait 70 ans qu'on répète toujours la même règle. Le comptable, c'est un caissier. Et donc, ce n'est pas à lui de décider si, oui ou non, des pénalités doivent s'appliquer. Alors, je dis ça à distance, et c'est vrai que sur le terrain, c'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, le caissier, c'est celui qui a la main sur l'argent, et l'ordonnateur ne l'a pas, et donc l'ordonnateur, c'est la collectivité. Donc, le but du jeu, c'est de dire à votre comptable qu'il n'a rien compris et qu'il doit respecter effectivement ses prérogatives, certes limitées, mais il doit les respecter. Mais il y a effectivement un dialogue qui doit être entretenu chaque mois tout au long de l'année entre l'ordonnateur, la collectivité et son comptable. Et donc la réponse, c'est pas lui dire tu n'as rien compris et tu ne peux pas contester, mais lui dire effectivement le point 2, c'est que il y a des pénalités qui sont prévues au contrat, mais il y a des circonstances exceptionnelles, que le retard a été justifié ou expliqué pour telle et telle raison, et que, eh bien, dans le cadre de notre pouvoir, nous, acheteurs publics et collectivités, notre pouvoir de contrôle contractuel, eh bien, nous avons décidé, eh bien, à titre gracieux, d'accorder une remise, parce qu'on a eu en même temps un engagement très fort de l'opérateur, eh bien, de rattraper ce retard ou de faire ceci, de faire cela. Donc, voilà, je pense que je dirais même que la première réponse à donner au comptable public, c'est la réponse numéro 2, à savoir, on sait très bien ce qu'on fait, on sait qu'il y a des pénalités, mais les circonstances sont vraiment
particulière, on a une explication avec l'opérateur, il nous a fourni des engagements, et donc on est serein sur la bonne exécution du contrat. Et si jamais ça bloque, là, peut-être effectivement faire appel au droit eh bien, pour rappeler effectivement au comptable public que ces prérogatives, eh bien, elles sont bien fixées et elles sont limitées, et ce n'est pas lui qui décide effectivement de l'application ou pas des pénalités. Merci pour cette réponse claire. Effectivement, pas forcément évidente à mettre en œuvre, mais voilà, les règles sont les règles. Et le droit est le droit. Alors, je reviendrai sur la question, sur un point que vous aviez évoqué aussi, Raphaël Appelbaum, sur le gré à gré. Je pense que c'est un sujet qui mobilise beaucoup les collectivités, notamment sur les petits marchés. Donc, on a une question de Marie qui demande, pourriez-vous préciser concrètement les modalités opérationnelles pour faire du gré à gré? Ben, il y a autant de, je ne vais pas faire une réponse de Normand, hein, mais c'est vrai qu'il y a autant de scénarios que de marchés de gré à gré. Et c'est vrai qu'on voit que la DAJ, que Bercy, que le gouvernement a toujours été assez réticent à donner des exemples ou des conseils dessus, parce qu'ils avaient peur que ça devienne effectivement finalement une règle de second rang, ou une règle quand même, puisque le principe du gré à gré, c'est on vous donne cette liberté, on vous demande de l'utiliser dans le respect des grands principes que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir le respect du bon usage des deniers publics, l'égalité de traitement, le choix d'une offre pertinente. Alors, pour répondre concrètement à Marie, ce que l'on voit sur le terrain et ce que l'on conseille, eh bien, c'est par exemple de constituer des viviers d'entreprises. Hein. Ça veut dire de faire un mini-recensement. Ça veut dire que vous savez que vous avez, vous, acheteur public, un budget travaux, plomberie, ou un budget fourniture ou service, par exemple, d'espaces verts tout au long de l'année. Eh bien, c'est important d'avoir un vivier d'entreprises pour identifier effectivement les entreprises susceptibles, intéressées, susceptibles de répondre à vos sollicitations. Quand je dis sollicitation, ce n'est pas forcément la règle des 3 devis, hein, ou la pratique des 3 devis. Sollicitation, c'est nous avons besoin de travaux de plomberie sur tel établissement. Est-ce que vous êtes disponible pour intervenir? Parce qu'on vous a identifié ou parce que vous avez répondu effectivement à une sollicitation. Le vivier d'entreprise, c'est par exemple, voilà, je pense que sur l'ensemble de vos opérations de travaux, services et fournitures, avoir en interne un mini annuaire des entreprises de votre territoire, de la région, du département ou de la commune, mais qui sont identifiées comme susceptibles d'intervenir. Alors, c'est un peu le jeu de la rencontre. Hein. Ça veut dire que c'est aussi à l'acheteur de manifester effectivement l'intérêt de rencontrer les entreprises, mais c'est aussi aux entreprises d'aller voir les services acheteurs en disant, voilà, on sait qu'il y a du gré à gré maintenant possible, 100 000 en matière de travaux, est-ce qu'on peut déposer notre CV, entre guillemets, notre cabis, auprès des services acheteurs pour être contacté? Donc, je pense que le jeu de la rencontre, il est à la fois entre les mains des acheteurs et entre les mains des opérateurs. Maintenant, moi, le conseil pratico-pratique, c'est faire simple. Faire simple. Ça veut dire que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle concrète et contraignante en dessous des seuils que j'ai évoqués tout à l'heure, les grands principes. Ça veut dire que si jamais il y a un contrôle de la Chambre régionale des comptes ou si jamais il y a un sujet avec le comptable, eh bien, on vous posera la question, comment avez-vous choisi cette entreprise? Et si vous n'avez pas de réponse, ou si votre réponse c'est parce que c'est le copain de mon cousin, vous comprenez bien que ces réponses-là, elles ne sont pas pertinentes et elles ne sont pas professionnelles. Ce n'est pas les réponses qu'on attend d'un acheteur public. Mais si vous répondez, j'ai choisi cette entreprise parce que eh bien, j'ai sondé effectivement le territoire économique, ou j'ai eu des discussions avec la chambre de commerce ou avec la chambre d'agriculture ou la chambre des métiers, je leur ai demandé un listing des entreprises susceptibles d'intervenir, j'ai envoyé un email en demandant à ces entreprises de me répondre sous 5 jours si elles étaient intéressées pour constituer un vivier. Sur les 10 emails envoyés, j'ai eu que 2 réponses. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai retenu ces 2 entreprises, et de janvier à juin, j'ai travaillé avec l'entreprise 1, et puis de juillet à décembre, j'ai travaillé avec l'autre. Voilà, je dis ça comme ça, mais après, maintenant, vous pouvez avoir d'autres scénarios, mais vous comprenez bien que ce n'est pas forcément la règle des 3 devis.
hein. Et on se rend compte depuis 20 ans que lorsqu'il y a eu de la liberté du gré à gré qui a été accordée aux acheteurs publics, certains ont adopté en interne des règlements internes de marché public qui étaient presque aussi complexes que le code des marchés publics. Donc on marchait sur la tête. Donc retrouvez cette liberté qu'on vous a donnée. Merci, merci Raphaël pour cette précision. Alors, il y a un bout de question, alors qui n'est pas dans le module de questions-réponses, hein, mais qui est dans le chat concernant. Donc, si on est dans cette relation contractuelle de gré à gré, on a choisi le bon prestataire. Comment on gère justement les conditions générales de vente du fournisseur ou les éléments du CCAG que vous modifiez tout à l'heure? Au niveau de la relation contractuelle, quels sont est-ce qu'il n'y a pas conflit entre ces deux options? Alors, la formulation exacte, hein, c'est merci pour vos recommandations, notamment concernant les CCAG à référencer pour toute demande de devis. Comment se gèrent les éventuels conflits entre les conditions de vente du fournisseur et le CCAG de l'acheteur public dans ce cas-là? Bah, il y a deux conseils, il y a deux solutions. Soit vous dites, soit l'acheteur dit à l'opérateur privé, je ne veux pas de TCGV, de ces conditions générales de vente, et ça va être le CCAG qui va s'appliquer, c'est à prendre ou à laisser. D'accord? Donc ça, c'est une première réponse possible de la part de l'acheteur. Et c'est pour ça que c'est important de le préciser quand vous faites votre demande de devis, hein. Rappelons-nous une chose, c'est que l'achat public, initialement, quand même, c'est l'acheteur public qui va initier la démarche, hein. C'est lui qui dit j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et lorsqu'il exprime effectivement son besoin, c'est à lui de dire j'ai besoin de 40 chaises, mais je vous préviens, c'est le CCAG FCS qui va s'appliquer, hein. FCS pour fourniture courante et services. Après, s'il l'a pas fait à ce stade-là et que l'opérateur lui dit je peux te livrer 40 chaises, mais ça va être mes CGV qui vont s'appliquer. Bon, ben là, il y a une négociation qui, puisque vous êtes en gré à gré, il y a une négociation qui peut s'orienter en disant ben, je veux pas votre CGV, ça va être, de toute façon, ce sont les CCAG qui vont s'appliquer. Donc ça, c'est la réponse numéro 1. C'est de dire, il n'y a pas de CGV, il n'y aura que le CCAG. La réponse numéro 2, c'est de dire, d'accord pour les CGV, mais de toute façon, c'est le CCAG qui prime. Vous savez, c'est dans les marchés publics, souvent, vous avez une hiérarchie des pièces. Et donc, pour répondre à la question de la contradiction, la réponse, ça serait de dire que si la question est réglée par une règle du CCAG et que le CCAG a une valeur supérieure, eh bien, on s'en moque des CGV puisque c'est le CCAG qui s'applique. Oui. Donc, en cas de contradiction, voilà, il y a une question. Par exemple, il y a une question tout à l'heure dans le chat qui disait est-ce qu'on peut réserver les opérations aux seules entreprises françaises? Pourquoi je passe à cette question? Vous savez très bien que le droit de l'Union européenne, eh bien, on peut pas réserver les achats aux entreprises françaises, même aux entreprises du département. Et donc là, il y a une hiérarchie des règles, c'est que le droit européen interdit de faire cela. Donc dans vos achats, dans vos marchés publics, si vous dites on réserve nos marchés uniquement aux entreprises qui sont localisées en Alsace, eh bien, ça ne marche pas. Voilà. Vous ne pouvez pas le dire explicitement. Vous ne pouvez pas l'écrire. Maintenant, si vous diffusez votre opportunité uniquement dans un réseau local, si la langue si la langue est le français, si vous laissez 6 jours pour répondre, en règle générale, alors l'Alsace est peut-être un cas particulier parce que vous êtes en zone transfrontalière, hein, mais si vous demandez des interventions sur site très rapides, ça permet aussi eh bien, de limiter le. Mais c'est un sujet très vaste et je ne peux pas le résumer comme ça en 5 secondes. En effet. Alors ce sujet, enfin la limite des entreprises françaises dans les marchés, effectivement, c'est pas possible. Au niveau des marchés européens, il y a des règles pour qui concernent les fournisseurs européens. On aura une masterclass sur ce sujet-là, hein, dans le cycle, sur les questions de réciprocité. Donc ça aura lieu dans le premier semestre 2021. Donc là, j'invite les participants intéressés par ces questions-là à surveiller les sujets de masterclass. On peut vous en tenir informés. C'est un sujet qu'on approfondira parce que c'est une vraie question, mais qui se pose au niveau européen et pas au niveau local, comme le dit Raphaël Appelbaum. Alors, il y a des questions encore techniques, hein, on parlait tout à l'heure de contrat oral, par exemple. Une question de Pascal Kerneis pour les fournisseurs. S'il y a un contrat oral uniquement, comment se passe le process de règlement? Présentation de la facture, tout simplement.
Présentation de la facture. Après, il y a eu des contentieux rares, mais ils existent, hein, où on a présenté une facture et puis la collectivité et le comptable ont dit bah, non, il n'y a pas eu de commande, quoi. Il n'y a pas eu de commande. Donc, et là, on va chercher les emails pour remonter l'historique et dire bah, si, à un moment donné, il y a une commande. Donc, ce n'est pas parce que le code de la commande publique vous dit qu'en 40 000 €, il n'y a pas de marché écrit, hein, ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut se passer d'un CCAP de 40 pages, mais je pense que c'est une bonne chose quand même avant d'engager l'action. À partir du moment où il y a une facture, ça veut dire qu'en amont, il y a eu un devis, hein, où il y a eu un prix qui a été donné. Et donc, à partir du moment où il y a un devis qui est donné, c'est quand même bien de le tamponner, de l'accepter, de faire référence par une lettre de confirmation au CCAG, comme je le dis tout à l'heure. Comme ça, voilà, il n'y a pas de complications. Et ensuite, on présente la facture, elle est conforme au devis. Et puis dans ce cas-là, on paie et il n'y a pas de difficulté. Donc, voilà, donc il faut un minimum quand même de précaution, de la même manière que nous, à titre citoyen et particulier et acheteur, eh bien, on ne se risquerait pas à déposer notre voiture chez un garagiste sans avoir un devis. Tout à fait. C'est souvent le bon sens qui prime aussi. Alors, il y a encore d'autres questions. Il y en a beaucoup. Il y en a une qui est plutôt une remarque, hein, je dirais une prise de position de Pascal Pia, mais qui s'adressait à vous, Raphaël Appelbaum, puisqu'elle avait été posée encore lors de votre intervention. Je ne sais pas si ça appelle réponse, en tout cas, on va la, on la partager. Il disait, vos fonctions vous amènent-elles à faire cette pédagogie auprès des actrices et acteurs économiques? Si oui, comment? Car je trouve qu'en France, la loi est souvent vécue comme une contrainte, alors qu'elle est généralement un levier économique ou d'amélioration des bonnes pratiques. Il ajoute, je justifie ma prise de position étant chef d'entreprise AMO auprès de la MOA publique sur les enjeux des déchets du bâtiment pour leur chantier de rénovation, réhabilitation. Donc, on accuse régulièrement, si je traduis un peu ce que j'en ai compris, on accuse régulièrement le code de la commande publique ou d'autres réglementations de poser des limites. Oui, mais moi, quand je conseille les acheteurs publics, je donne toujours ce conseil, partez du postulat que tout est possible sauf ce qui est interdit. Donc, à partir du moment où quelqu'un me dit je ne peux pas faire ça, ou on n'a pas le droit de le faire, ou c'est interdit, eh bien, ma réaction de juriste, c'est de lui dire très bien, mais où est-ce que c'est écrit que c'est interdit? Où est-ce que c'est écrit? Qui nous dit que c'est interdit? Alors, ça devient difficile aussi parce que, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, le marché public est une vente commerciale réglementée et les règles de cette vente réglementée évoluent tous les 6 mois. En jurisprudence, il y a des décrets, il y a des arrêtés. Bon, donc il faut se tenir à jour quand même pour avoir une boussole réglementaire correctement positionnée sur le Nord pour savoir effectivement si c'est possible ou pas possible, en tout cas si c'est interdit. Mais quand même, voilà, je suis entièrement d'accord avec Marc. Aujourd'hui, le droit donne de plus en plus de liberté, le juge administratif est de plus en plus à l'écoute effectivement du professionnalisme des acheteurs publics. Donc voilà, on fait aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans, c'est clair, c'est clair. Merci. Alors, on a d'autres questions techniques. Je ne sais pas si Guylaine Tiffet souhaite y répondre éventuellement aussi, hein. Question sur les avenants. Pourriez-vous détailler les nouvelles dispositions relatives aux avenants? Alors, nouvelles, est-ce que c'est nouvelle suite à la loi ASAP ou est-ce que c'est nouvelle dans le cadre du code de la commande publique? Alors, Voilà. là-dessus, j'avais vu cette question. L'avantage de la loi, pour revenir aussi à la question, c'est que l'avantage maintenant du code de la commande publique, c'est depuis 2016, c'est enfin les décrets qui ont été codifiés dans le code de la commande publique, c'est qu'aujourd'hui, justement, vous avez un code de la commande publique. Vous allez sur Google, il vous donne le lien Légifrance et vous avez le code de la commande publique qui est un pavé, mais si vous faites dans la barre d'outils la recherche modification, vous allez tout de suite tomber sur l'article R21 94-1. Et même vous allez sur Google, vous faites R21 94-1 code de la commande publique, et là, madame, vous allez trouver effectivement les hypothèses de variation, de modification des marchés publics. Il n'y en a pas 36.
mais il y en a effectivement 6, et vous allez les retrouver là, et elles sont décrites et exposées de manière assez claire. Elles sont, il y en a, pour répondre de manière très synthétique à votre question, on les distingue en 3 catégories, hein, ces variations. La première, c'est une variation qui a été décidée depuis le début dans le contrat par une clause de variation, de clause de réexamen. Je vous donne un exemple. Dans le marché que je signe aujourd'hui, cet après-midi, je vais prévoir une clause de variation du prix. Je vais prévoir une clause de cession du contrat sous 24 mois à un autre opérateur. Mais ça va entraîner une modification du marché en cours de route. D'accord ? Donc ça, c'est une variation qui a été prévue dès l'origine. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est des modifications qui sont considérées comme non substantielles. C'est les fameux 10 et 15%. Hein. Depuis 2016, en France, on se sur la boussole des pourcentages, puisqu'ils sont fixés par voie réglementaire. Pour faire varier un marché, pour modifier un marché de fourniture, vous avez le droit de le faire jusqu'à 10%. En matière de travaux, c'est 15%. Donc, je pense que ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, eh bien, c'est ce qu'on appelle les modifications substantielles importantes autorisées. Et ça, je vous renvoie sur le code parce qu'effectivement, il faut bien lire effectivement les différentes modifications qui sont prévues. C'est des suggestions techniques imprévues, c'est des circonstances effectivement qui font que c'est dans l'intérêt de l'acheteur de continuer avec l'opérateur qui est déjà en place, etc., etc. Donc, la meilleure chose à faire, c'est R21, R comme Raphaël, 2194-1. Voilà. Donc vous nous donnez votre identifiant pour vous joindre sur un chat, mais non, ce n'est pas ça. C'est bien l'article du code. Ouais. Alors, on a un peu dans le désordre plusieurs remarques par rapport au développement durable hein, dans les marchés, à la montée en compétences nécessaires là-dessus. Il y avait une remarque dans le chat sur un groupe de travail qui est piloté par la région sur ces questions-là avec l'ADEME et un certain nombre d'autres acteurs. Guylaine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, on est en plein travaux en fait hein, sur tout ce sujet vraiment qui est en train d'être mis en avant, en fait, pris en charge, ne serait-ce chez nous, enfin au sein de l'État. On est en train de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs, dont les acheteurs en fait, sur le sujet. Et on travaille activement dessus avec des sessions de formation et en étroite collaboration avec la région. Ouais, Mais pour l'instant, c'est vrai que nos marchés en sont clairement souvent dépourvus. Ça, c'est des choses qui prennent du temps, mais il y a effectivement un effort qui est en marche, hein, que ce soit du côté de l'État ou des autres Oui. acheteurs. Et donc, il y a des groupes en place. La région a un rôle de pilotage. Il y a Priscilla Rabier qui avait mis une remarque dans le chat à ce titre. C'est des travaux qui sont importants, qui impliquent beaucoup de monde. Avis aux entreprises, enfin, les acheteurs se sont saisis de la question. Il y a un certain nombre de travaux à mener pour que ce soit effectif dans le temps, mais je pense que certains acteurs ont déjà des actions modèles. On a un certain nombre de clauses environnementales qui se mettent en place également, etc. Il y a un certain nombre d'actions qui arrivent. C'est une tendance générale. Une tendance très forte, ne serait-ce qu'avec les textes publiés dernièrement et puis les prérogatives mises en place par l'État. Oui, tout à fait. Alors, il est 11h29. On arrive doucement vers le bout. Alors, on a encore un certain nombre de questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes en direct. On verra peut-être avec les intervenants pour faire un petit mot de suivi aux participants pour répondre aux questions qui sont essentielles. On va voir comment restituer cela. Est-ce que Raphaël ou Guylaine qui voyez les questions, il y en a une dernière que vous souhaiteriez traiter encore pendant cet échange ? Par exemple, des fournisseurs qui demandent de l'argent en plus pour modifier à la hausse des prix du BPU du fait de la crise sanitaire. Déjà, la règle, c'est quoi ? La règle, c'est que c'est le contrat qui s'applique. Hein, toutes les règles qui ont été prévues en 2020 et aujourd'hui, il n'y en a aucune qui dit qu'on peut effectivement obtenir, enfin qu'il y a un droit à obtenir une majoration des prix prévus au contrat. Ça n'existe pas. Après, la problématique que vous posez, c'est l'imprévision. Vous savez, je vais juste
là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion, force majeure et imprévision. La force majeure, c'est je ne peux pas faire mon travail, je ne peux pas exécuter le contrat. D'accord ? Et parfois, dans le CCAG ou dans le contrat, il y a des clauses qui prévoient une indemnité pour force majeure. Bon, ça, il faut voir au cas par cas. Et l'imprévision, c'est quoi la différence entre l'imprévision et la force majeure ? Parce que c'est souvent une confusion. L'imprévision, c'est je suis vraiment embêté pour l'exécution de mon contrat, je suis vraiment pénalisé, mais j'arrive quand même à faire le job. Je ne suis pas totalement coincé, mais ça me coûte plus cher. Et donc là, pour répondre à votre question, ça serait plutôt un cas d'imprévision. Et là, effectivement, le code de la commande publique, l'article L, comme Laurent, 6, prévoit, en cas d'imprévision, eh bien, une possibilité de négocier les prix, de renégocier les prix. D'accord ? Mais, bien entendu, ce n'est pas un droit acquis, il faut se mettre autour de la table et il faut négocier. Comment aider les entreprises locales ? Alors, encore une fois, je ne peux pas faire du yaka faucon, hein, mais déjà, avoir conscience qu'en dessous de 100 000 travaux et en dessous de 40 000, on a une marge de manœuvre qui est aujourd'hui très importante lorsqu'on est un acheteur public. De bien comprendre cet outil de la marge de manœuvre du gré à gré. Hein. Ce n'est pas du saucissonnage, ce n'est pas faire n'importe quoi avec toujours le même, mais c'est effectivement faire tourner les opérateurs. 3, quand vous exprimez votre besoin en tant qu'acheteur public, il faut simplifier. Hein, simplifier, ça veut dire l'expression du besoin, elle doit être résumée clairement sur un document. Les règles du jeu, pas besoin de faire un CCAP de 40 pages, vous faites référence au CCAG, c'est déjà bien. Et je dirais aussi constituer un vivier d'entreprise pour pouvoir effectivement contacter et communiquer rapidement avec les entreprises. Il y avait une question tout à l'heure d'une entreprise qui dit où est-ce qu'on trouve les opportunités ? Quand on est une entreprise, une TPE ou une PME, le parcours du combattant, c'est de trouver l'opportunité, ce n'est pas forcément de répondre, hein. C'est de trouver l'opportunité, savoir effectivement où je peux vendre mes services et mes travaux ou mes fournitures. L'expérience de la région là-dessus est extrêmement intéressante de cumuler effectivement l'ensemble des opportunités, mais il y a toujours des trous dans l'épuisette, hein. On ne peut pas tout faire lorsqu'on fait de la mutualisation. Donc, ce qui est important, c'est effectivement à l'échelle locale de bien communiquer avec les entreprises de votre territoire, d'utiliser CCI, Chambre des métiers, de publier régulièrement. Et je vous donne un dernier conseil, par exemple, faites des portes ouvertes ou des visioconférences des services marchés une fois par mois ou une fois par trimestre. Voilà, une fois par trimestre, vous dites voilà, nous, voilà comment on fonctionne sur le gré à gré, voilà, vous pouvez adresser votre cabis pour nous solliciter si vous êtes intéressé ou pour participer sur nos opérations. Il faut renforcer la communication et d'autant plus aujourd'hui où, quand je dis portes ouvertes, vous comprenez bien que ça va être compliqué, mais ça va être de la visio ouverte, mais il faut renforcer la simplification et la communication. Une TPE du fin fond de l'Alsace qui reçoit un cahier des charges de 70 pages pour une commande à 25 000 €, il faut arrêter ça. Voilà. Merci. Merci Raphaël pour ces propos très clairs. Alors, nos participants sont issus de l'ensemble du Grand Est aujourd'hui, hein. On est un peu plus large que l'Alsace, mais effectivement, les recommandations sont très claires. Donc, merci beaucoup pour les réponses. Merci pour vos présentations, Guylaine et Raphaël. Pour revenir, alors ça répondra aux questions et puis ça vous donne quelques éléments pour la suite, hein, puisqu'il y a des questions sur la suite. Donc, sur la partie quel appui pour les entreprises, donc vous avez on est, comme le disait Lila Mérabet tout à l'heure, au sein de Grand Innov Plus, on est une équipe commande publique Grand Est qui est au service des entreprises justement pour les aider, pour les appuyer sur la commande publique. Un réseau commande publique Grand Est est en train de se mettre en place avec les CCI, chambres de métiers, etc. Avec un certain nombre d'acteurs, les choses devraient être signées là d'ici quelques mois pour justement avoir un réseau d'appui avec les acteurs économiques de territoire pour les entreprises. L'égalité de traitement, c'est une chose, mais il faut que les entreprises aient tous les outils à leur portée pour répondre au marché. Pour la partie trouver les marchés, il y a une plateforme qui a été citée rapidement tout à l'heure par Lila Mérabet. L'adresse a été mise dans le chat, qui s'appelle apogee.org, qui est un agrégateur. Donc en fait, ce n'est pas tant une plateforme de mutualisation, c'est un outil qui va vraiment piocher tous les appels d'offres publiés dans le Grand Est sur tous les profils acheteurs qui existent pour les afficher sur un seul outil. Donc ça, vous avez sur cette plateforme accès gratuitement à, alors on dit tous les avis. Alors effectivement, on peut passer à côté de certains, mais c'est quand même très large. Donc vous pouvez les consulter, c'est gratuit. Vous pouvez créer vos alertes également
pour les entreprises. Et puis, vous pouvez identifier là beaucoup d'appels d'offres voilà, qui seront visibles. Alors, sont évidemment présents sur la plateforme les marchés qui sont au-dessus des seuils, qui sont publiés. Donc, pour tout ce qui se passe en dessous des seuils de publication, suivre les recommandations de Raphaël Appelbaum, à savoir se faire connaître, avoir des contacts et entretenir son réseau pour exister, pouvoir être sollicité. Pour les sujets des autres masterclass, donc ça a été demandé, pour être informé des prochaines masterclass, pour suivre les autres sujets, on va vous diffuser à l'issue, quand vous allez éteindre la visioconférence, vous allez tomber sur un lien qui vous envoie vers une enquête de satisfaction, pour vous savoir voilà, si la séquence a répondu à vos attentes. À la fin, on vous demande de nous laisser votre mail si vous souhaitez l'info pour les prochaines masterclass. Donc n'hésitez pas à nous le donner, on vous enverra les programmes. Les prochaines masterclass prévues le mois prochain, au mois de février, on aura une masterclass sur l'innovation et la commande publique. Ça, c'est un prochain sujet. Et puis, sur les autres sujets qu'on va traiter dans le courant de l'année, il y aura évidemment les achats publics responsables. Il y aura les prévisions, les intentions d'achat dans le cadre du plan de relance. Qu'est-ce que ça représente en région? Où sont les marchés? Où sont les projets? On aura des choses aussi sur justement la réciprocité au niveau européen. Donc, qu'est-ce qui permet de faire une place aux entreprises européennes sur les marchés en Europe. Et puis, voilà pour les principaux sujets. Donc, vous les retrouvez sous ce format masterclass. On vous tiendra informé. Donnez-nous votre avis sur l'enquête de satisfaction. Et puis, il y avait encore une question tout à l'heure que j'ai vu passer concernant le groupe de travail autour d'une charte de la commande publique qui a été citée par Lila Merabet. Donc ça, contactez-nous, soit en remarque dans le formulaire de satisfaction, par exemple, ou par mail, en répondant au mail de confirmation que vous avez reçu pour ce matin, pour rentrer dans ce groupe de travail de charte. Et je laisse la parole à Guylaine, qui a levé la main. Oui, j'ai vu également dans les questions comment se faire connaître Oui. en tant que fournisseur. Au sein de l'État, vous avez par exemple une plateforme qui s'appelle Silex. Donc, vous tapez plateforme Silex. Voilà, vous pouvez vous identifier en tant qu'acheteur comme en tant qu'entreprise. Et on se sert entre autres de cette plateforme en fait pour faire une recherche de prestataires et regarder en fait le tissu économique des entreprises qui se sont inscrits sur le site. Je vous rassure, le sourcing ne se fait pas que par ce biais-là. Pour les achats de l'État, il y a un outil qui a été mis en place et les acheteurs commencent à s'organiser pour avoir la meilleure vision possible du tissu économique qui peut répondre aux besoins de leur commande publique. On arrive au terme de cet événement. Je vois que tous les liens arrivent dans le chat, donc regardez le chat également pour ceux qui s'interrogent sur les plateformes. Donc voilà, je vous remercie sincèrement les intervenants d'avoir participé ce matin à cette masterclass. Merci beaucoup. Donc nous diffuserons vos supports aux participants pour qu'ils puissent encore les retravailler. Sur les supports, il y a également vos adresses de contact. Donc pour ceux qui auraient des besoins plus approfondis de contacter l'un ou l'autre intervenant, vous aurez leur contact direct. Pour tout autre sujet, vous pouvez nous recontacter nous. Donc merci beaucoup à vous. Merci aux participants de ce matin. Vous étiez nombreux et vous étiez très réactifs, donc on vous en remercie. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine masterclass mi-février à peu près. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.